Parce que des fois, en lisant l'offre, on a l'impression que waouh, ce poste-là, c'est des sociétés, quoi. il est chaud. Il est chaud. Il y a des trucs à faire. Ça va être difficile. D'accord. Et puis, quand tu finis par avoir le contrat, eh ben, tu te rends compte qu'on t'a présenté la Lune. C'est comme si on t'a présenté un théâtre. Disons, un théâtre d'affrontement où tu aurais besoin de rafales, de je sais pas quel type d'armement pour pouvoir t'en sortir. Et puis, en fait, quand tu arrives, bon, en fait, juste avec le petit bâton qui est dans le jardin, là, c'est bon, quoi, tu t'en sors. Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Salut Agathe. Hello Yann. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien, comme d'habitude. Et toi? De mon côté aussi, ça va. Ça va, hein. Métro boulot dodo, comme d'habitude. Bon, parfait. En plus, voilà, un beau soleil. Oui, il y a du soleil, mais il fait froid. Ouais, on peut pas tout avoir. Hein. Oui, mais ça, c'est la lumière du réfrigérateur, ça. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui comme sujet? Alors, aujourd'hui, moi, je veux parler d'offres d'emploi, d'entretien d'embauche. Oui. Et surtout de la façon dont on vend l'entreprise, dont on vend le poste. D'accord. Tu parles de moi, là, c'est ça? Au candidat. D'accord. De toi et de tes collègues. De toi et de tes collègues. Ouais. Voilà, la façon dont on vend l'entreprise, dont on vend l'offre d'emploi au candidat. Parce que des fois, en lisant l'offre, on a l'impression que waouh, ce poste-là, c'est des sociétés, quoi. Il est chaud. Il est chaud. Il y a des trucs à faire. Ça va être difficile. D'accord. Pendant les entretiens, on te vend une atmosphère. On te vend un dynamisme. Et donc, tu es embarqué, quoi. D'accord. Et pendant les tests techniques, parfois, ou les entretiens avec les gens du métier, mais on te pose des questions sur des trucs que peut-être tu n'as jamais pratiqué en dehors de l'école ou tu as juste lu, mais en fait, tu as l'impression que tu vas appliquer des techniques, mais incroyables dans le poste. Donc, ça te stresse. Et tout ça, vraiment, tu es dans un état d'esprit de combat pour avoir le poste. Tu as l'impression que ça va être passionnant. Et puis, quand tu finis par avoir le contrat, eh ben, tu te rends compte qu'on t'a présenté la Lune. C'est comme si on t'a présenté un théâtre, disons un théâtre d'affrontement où tu aurais besoin de rafales, de je sais pas quel type d'armement pour pouvoir t'en sortir. Et puis en fait, quand tu arrives, bon, en fait, juste avec le petit bâton qui est dans le jardin, là, c'est bon, quoi, tu t'en sors. Donc, mais pourquoi survendre autant les postes, les entreprises? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par être déçues. Enfin, je pense que dans un premier temps, pour qu'on suscite l'intérêt, il faut que l'offre soit intéressante et qu'elle t'attire. Donc, c'est évident qu'on va pas survendre, mais en tout cas donner une vision plutôt édulcorée, plutôt joviale, magnifique, intéressante, avec un environnement propice à l'embauche. C'est complètement justifié. En revanche... C'est justifié de mentir. Pas de mentir, mais d'avoir une action de vente, en fait, d'attraction. Donc vous êtes des commerciaux. Vous êtes des commerciaux. Je te confirme que le recruteur est un commercial. Hein. Vous avez entendu? Ben... Le recruteur, c'est un commercial. Ben oui. Parce qu'il doit vendre justement sa société, les valeurs de sa société, la culture d'entreprise, au-delà même de l'expertise technique recherchée. C'est normal de donner une belle vision pour que la personne ait envie de venir. Parce que nous ne sommes pas les seules entreprises. Tu es d'accord avec moi que quand tu fais un entretien, tu en as plusieurs qui s'enchaînent après. Oui. Voilà. Donc, il faut bien se différencier. Après, il y a une différence entre se différencier et mettre en valeur l'environnement de son entreprise et survendre son entreprise. Parce qu'après, il y a l'effet boule de neige aussi. C'est-à-dire que quand tu survends, comme tu disais tout à l'heure, ben, tu as complètement une désillusion quand tu rentres en entreprise. Donc, donner envie, mais être surtout transparent. Après, la transparence aussi a ses limites. Mais oui.
Est-ce que, par exemple, si je te dis, je sais pas moi, oui, on a une entreprise aujourd'hui qui est, malheureusement, qui a des difficultés économiques, on est dans un environnement un petit peu morose, la plupart des collaborateurs voilà, sont un petit peu dans une phase de dépression, mais on a besoin de forces vives, des forces vives pour remonter la situation. Est-ce que tu auras envie de venir dans ma société? Bon, là tu exagères. Ah ben écoute. Non, tu exagères, mais quand même, moi j'estime que sans forcément, pendant l'entretien, donner une image vraiment décrépite de l'entreprise, c'est important que la personne qu'on va embaucher soit un peu au courant de la réalité, en fait. C'est pour ça que je parlais de transparence. De l'entreprise. Exactement. Donc, ce que tu viens de dire là, est-ce qu'il faut le mentionner comme tu l'as fait? Je ne pense pas. Bien sûr que non. Là, j'exagérais. Mais il faut que la personne soit au courant de ce qui se passe. C'est bien que tu dis ça. Parce que sinon, derrière, t'imagines, tu pars des entretiens où tu as l'impression que tu vas rejoindre l'entreprise la plus dynamique du marché. Et puis derrière, tu te rends compte que, ah oui, il y a des difficultés économiques. Ah oui, il y a des clans, les gens, ils se regardent en chien de faïence dans l'entreprise. Et toi, tu dois choisir un camp pour faire la guerre déjà dès le début. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai eu deux cas de figure voilà, d'amis proches également. Tu avais une personne justement qui a passé un entretien avec un manager qui avait vraiment une vision voilà, dynamique, avec, comme tu disais, des projets super intéressants, super enrichissants. Vraiment, la personne se projetait sans mentionner qu'il y avait justement ces difficultés économiques. Donc, qu'est-ce que la personne a fait? Je pense que le manager était tellement bon qu'il a plutôt bien vendu la société. Et il avait plusieurs opportunités. Et elle a choisi cette entreprise. Et malheureusement. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, elle a complètement déchanté parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, on était aux antipodes de ce qu'on lui avait dit en entretien. Avec voilà, des collaborateurs qui n'étaient pas surtout satisfaits de l'avoir venu en plus. Donc, il y a l'effet d'intégration aussi qui n'est pas évident. T'imagines ça, tu rentres dans une entreprise. Ouais, c'est dur. Et tes collègues, ils sont pas contents que tu arrives. Voilà. C'est dur, hein. C'est terrible. Ouais. Et donc, un autre cas de figure où là, le manager a été transparent en disant à la personne qu'il y avait telle difficulté, mais au contraire, on avait besoin de ses forces vives, de sa force vive, pour justement insuffler un nouveau souffle, pour permettre à l'ensemble des collaborateurs d'adhérer au projet à venir. Et là, pour le coup, la personne m'a dit, écoute Agathe, moi j'étais ravie d'avoir un manager aussi transparent, parce que je savais où je mettais les pieds. Il faut applaudir ce genre d'initiative. Donc, il a quand même vendu l'entreprise. Là, on a un exemple palpable où mes connaissances en question ont pu se projeter et puis avoir une vision globale de ce qui se passe en entreprise. Et mon ami m'a dit, franchement, Agathe, j'étais ravie parce qu'au moins, je savais où je mettais les pieds. Et je m'étais déjà psychologiquement mis en tête qu'il y allait peut-être avoir des difficultés psychologiques, voilà, une atmosphère qui ne va pas forcément être favorable, mais au moins on est préparé. Voilà. Mais tu vois, on a le recul nécessaire. Typiquement, c'est ce que moi j'appelle la classe. Oui, exactement. C'est vraiment la classe. C'est-à-dire que tu sais où tu vas. Exactement. Et tu sais quel boulot réellement tu vas aller faire. Tu vois, aussi bien du point de vue humain, parce qu'il ne faut pas se leurrer en entreprise. Il n'y a pas que les compétences techniques. Bien sûr. Il y a beaucoup d'humains. Donc, tu sais quel travail humain tu vas devoir faire sur toi. Tout à fait. Et que tu vas devoir faire par rapport aux personnes que tu en fasses. Parce qu'il y a des difficultés particulières qu'on t'a au moins présentées. Exact. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Exact. Tu sais pourquoi tu t'embarques. Et il y a l'aspect dans cet emploi. Il y a l'aspect aussi valorisation de ton être. C'est-à-dire que malgré la difficulté, tu viens en renfort pour justement impulser un nouveau souffle. Exactement. Donc là, tout de suite... Tu sais dans quel projet tu t'engages. Tu vois, nous, souvent, les métiers dans la tech, c'est souvent sur les offres d'emploi. Tu vas avoir... on utilise ceci, utilise cela, on utilise tout un tas d'outils. Et objectivement, quand tu es dans un poste, vous pouvez avoir une grosse stack, mais une fois qu'elle est mise en place, souvent, vous n'entrez pas dans le fond de la configuration, en fait. Vous devenez utilisateur, en fait. L'infra est déjà présente.
Donc, en soi, tu fais de la maintenance, quoi. En fait, même pas. Ça dépend. Quand tu es dans une très petite structure, tu vois, tu peux être emmené à avoir, disons, ce niveau de polyvalence-là qui fait que tu entres dans des configurations particulières de ces éléments-là. Plus la structure grossit, et plus il y a des gens qui vont être spécialisés dans ces choses-là. Et puis, comme je le disais, de toutes les façons, c'est pas des éléments qui ont vocation à être touchés tous les jours. Voilà. Et s'il y a un DevOps, c'est lui qui va s'en charger. Et du coup, toi, tu vas très rarement, quasiment jamais toucher à ça. Mais tout ça pour dire quoi? Souvent dans les offres, on te met une liste d'outils où tu as l'impression qu'il faut que tu sois expert. Pendant les entretiens, des fois et souvent même, c'est les recruteurs. Puisque plein d'entre eux ne savent pas nécessairement faire le parallèle entre certains outils demandés par l'entreprise et disons des solutions équivalentes en fait que tu aurais pu utiliser. Mais en fait, pendant l'entretien, c'est un peu comme s'il fallait que tu sois expert dans tout ça. Et quand tu te retrouves dans l'entreprise, tu n'utilises même pas le tiers du cas de ce qu'on t'a posé comme question. À la décharge des recruteurs, je pense que souvent, la plupart des recruteurs n'ont pas forcément l'annonce rédigée telle qu'elle par exemple le DSI. Donc souvent, les recruteurs en fait, font le parallèle avec ce qu'il y a sur le marché. Ils vont mettre toutes les technologies afférentes au poste, mais sans forcément avoir les leviers concrets. Donc ça, c'est un peu à leur décharge. Bon, du coup, on va dire quoi? Ce sont les DSI, les lead tech, les CTO, sont eux en fait qui doivent donner la juste mesure du poste. Et souvent, ça, c'est pas bien traduit dans les offres. Je suis d'accord avec toi. Avec l'expérience, on commence à comprendre, mais vu que la première barrière, souvent, ce sont les recruteurs. Bien sûr. Donc, vous nous vendez l'entreprise d'un truc, on vous vend un truc pour pouvoir... Et au final... pour pouvoir parler aux tech, justement, de l'autre côté et comprendre ce qu'ils veulent, quoi. Mais je trouve qu'il y a souvent ce problème. C'est pour ça que souvent, dans les entreprises tech, ce qui se fait régulièrement, c'est que les entretiens se font de façon conjointe également avec les recruteurs et la personne technique. Et si ce n'est pas le cas, moi, je conseille vraiment de les faire parce qu'on évite de perdre un temps considérable. Et bon, je pense qu'on a beaucoup parlé là. Mais c'était sympa comme sujet. Je te laisse conclure aujourd'hui. Mais écoute, je te dirais qu'en entretien ou sur une offre d'emploi, il ne faudrait pas trop survendre les opportunités parce que bien souvent, les collaborateurs, en tout cas pas les collaborateurs, mais les candidats nous font confiance. Et ce qui fait qu'ils perdent des opportunités parce que justement, ils ont cru en ce projet-là. Et c'est un peu, entre guillemets, malhonnête de notre part parce qu'on leur fait perdre des possibilités. Donc ça, je trouve ça assez navrant. Mais en tant que recruteur, on est quand même obligé de donner une vision, une culture, des valeurs et que ça donne envie de venir. Des valeurs. Ben oui, il faut quand même insuffler quelque chose. Après, il faut qu'on soit vraiment en adéquation avec ces valeurs-là, nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, il faut œuvrer en mettant peut-être en place des indicateurs qui montrent justement que ces valeurs-là existent et pas les faire que de façon imaginaire. Parce qu'on peut dire qu'il y a des valeurs, mais peut-être qu'au niveau de la direction, ils pensent que ces valeurs existent, mais quand tu creuses un petit peu en bas, les collaborateurs ne sont pas du tout d'accord. Donc c'est pour ça que c'est important d'insuffler ces notions-là d'indicateurs, de prise de recul et d'écoute aussi des collaborateurs pour qu'on puisse au moins avoir ces valeurs-là qui sont en pleine symbiose et pouvoir les vendre sans avoir peur de survendre. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien conclu. Moi, je vais terminer en disant, souvenez-vous, quand vous postulez, le recruteur, c'est un commercial. Oui, et je confirme. Il vient vendre quelque chose. Mais sans mentir. Ça, c'est à vous de le vérifier. Bien, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes toujours ravis de vous avoir avec nous. Quelles sont vos expériences de recrutement? Est-ce que vous avez eu des cas où on vous a survendu une opportunité et en fin de compte, vous avez été déçu par le contenu réel une fois que vous avez pu obtenir en fait cette opportunité-là? Nous sommes curieux d'avoir vos retours. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe. À bientôt.